Merci d'avoir accepté ma proposition. Et ma première question, donc, dans votre parcours, on voit un fort lien avec le Kazakhstan et l'Asie centrale. Pourquoi ces régions en particulier? Est-ce un choix personnel lié à votre intérêt, une spécialisation professionnelle ou bien une mission qui vous a été confiée par votre gouvernement? Alors, peut-être je commence par comment j'ai été dans les pays russophones. Et j'ai toujours aimé la Russie, déjà à l'époque de l'Union soviétique. Et en 1984, j'ai décidé avec mon père d'aller passer le Nouvel An en Russie. Donc on est parti en 1984, à l'époque soviétique, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et on a passé une semaine. On a passé donc Noël et Nouvel An là-bas, ce qui était pour moi absolument extraordinaire. C'était une découverte. Bien sûr, on est allé au Bolchoï, bien sûr, on est allé au Kirov, au Mariinsky. Et puis, ça, c'était mon premier contact réel avec un pays russophone. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai toujours aimé cette culture, j'ai toujours aimé la musique, l'opéra, la littérature, les écrivains russes. Et au début des années 90, quand il y a eu la perestroïka, il y a eu les privatisations des entreprises. Comme j'étais dans la finance, c'est certain que pour nous c'est intéressant ces privatisations parce qu'on se rendait bien compte que ce pays allait s'ouvrir et puis qu'il y avait beaucoup de possibilités de faire de l'argent. Alors on a participé aux privatisations des entreprises russes. Donc on était souvent à Moscou, on a acheté les vouchers, on a fait un trading sur les vouchers à travers Reuters, on a trouvé des banques qui travaillaient avec nous pour nous acheter ces vouchers. Bref, de 1993 à 1998, jusqu'à ce qu'il y ait eu la crise de 1998, on a vraiment beaucoup travaillé sur la Russie et sur ses privatisations. Alors c'était une époque qui était très sauvage, comme vous vous souvenez, donc on allait à Moscou, on avait les gardes du corps, mais on a bien travaillé. Et puis il y a eu la crise en 1998, et puis au début des années 2000, ma réflexion c'était, quand il y a une crise aussi importante, où tout le monde a quitté en pensant que c'était terminé, moi j'ai pensé que c'était la meilleure opportunité d'ouvrir un bureau en Russie, et puis de voir ce qui se passait, et puis de travailler avec des établissements qui pourraient être intéressés. Donc j'ai ouvert un bureau au début 2002 à Saint-Pétersbourg, qui était un bureau d'affaires où je travaillais avec des banques, des assurances, où on aidait les entreprises européennes à s'implanter en Russie. On aidait aussi les Russes à venir s'installer en Suisse à titre personnel ou avec leur société. On donnait des conférences aussi pour expliquer pourquoi la Suisse. Donc on a commencé à créer des liens réels entre les deux pays. Et puis j'ai fait ça jusqu'en 2010. Mais en même temps, j'ai rencontré mon partenaire Nikolai Karpenko, qui, lors d'une conférence, alors que j'expliquais pourquoi les Russes devaient venir s'installer chez nous, et puis il me dit: Jean-Paul, moi je dois ouvrir un family office en Suisse, tu as l'air d'avoir toutes les connaissances pour pouvoir le faire, est-ce que tu es d'accord de le faire avec moi? Et c'est là, en 2009, on a ouvert Hercules Partners, comme un family office pour aider les riches clients russes à s'installer en Suisse ou à installer ou à ouvrir des comptes ici et à ce qu'on puisse manager ces comptes depuis la Suisse. Suite à cela, avec mon expérience de la Russie, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui venaient vers moi
Et puis, il y avait la Joint Chamber of Commerce, donc la Chambre de commerce Suisse-Russie, et qui inclut tous les pays d'Asie centrale et du Caucase du Sud. Et puis, donc j'ai accepté d'en faire partie. En même temps, comme je connaissais très bien l'ambassadrice du Kazakhstan à Genève auprès des Nations Unies, elle me dit: Jean-Paul, tu connais bien nos pays, tu connais bien la Russie, est-ce que ça t'intéresse d'être consul honoraire du Kazakhstan? Et puis j'ai dit: mais avec grand plaisir, parce que j'adore l'Asie centrale, c'est magnifique, l'Asie centrale, c'est extraordinaire. Et puis il y a aussi un potentiel de développement entre nos deux pays qui est réel. Donc j'ai accepté il y a environ 8 ans d'être consul honoraire. Et puis j'ai un très bon contact bien sûr avec l'ambassadeur et tout. On essaye de développer les liens. Et comme vous le savez, la Suisse est le 3e partenaire du Kazakhstan. Donc on a beaucoup d'entreprises suisses qui sont installées sur place, et on continue de vouloir développer ces liens qui sont des liens prestigieux. Alors le Kazakhstan a une avance, je dirais, sur tous les pays d'Asie centrale. Ils ont un centre financier qui est la copie du Dubai International Financial Center, qui fonctionne très bien, où maintenant il y a les crypto-monnaies, ou les fonds d'investissement. Donc il y a Goldman Sachs qui est dedans, il y a bien sûr les Chinois qui sont dedans. Donc c'est vraiment une région avec la route de la soie, la Silk Road, qui est absolument digne d'intérêt pour la Suisse, l'Europe en général. Donc vos activités souvent ici, ou vous vous déplacez? Alors, bien sûr, je me déplace. 2-3 fois par année, je vais au Kazakhstan pour des conférences, pour rencontrer des gens. C'est un pays que j'aime, vraiment que j'aime beaucoup. L'Asie centrale en général, j'aime beaucoup. J'ai eu la chance d'être invité par le conseiller fédéral Schneider-Ammann il y a quelques années. On a fait un voyage d'une semaine réellement intéressant. On a commencé par l'Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, revenu au Kazakhstan, et tout. C'était dans un cadre politique, je dirais, de relations. Et pour la Suisse, c'est extrêmement important, l'Asie centrale. Le Kazakhstan en particulier, je dirais. Vous avez connu l'URSS de près, n'est-ce pas? Et comment c'était pour vous avant sa chute? Moi, je voulais demander de l'URSS, comment c'était pour vous? Alors écoutez, la première fois que j'y suis allé en 84, c'était quand même assez fermé, donc c'était assez compliqué. On avait bien sûr chaque fois une guide à Moscou, à Saint-Pétersbourg, qui s'occupait de nous et qui parlait le français. Bon, il y a des anecdotes, hein. Avec mon père, à Saint-Pétersbourg par exemple, on dormait à l'hôtel Saint-Pétersbourg qui avait été construit pour les Jeux Olympiques. Et puis le soir, on s'est dit, on va aller faire un tour, et puis on va aller boire un café ou quelque chose. Et puis on a fait des kilomètres à pied, puis on n'a rien trouvé pour boire ou manger quelque chose. Donc on est retourné à l'hôtel, et puis quand on est retourné à l'hôtel, c'était 9h du soir, et tout était fermé. C'est des petites anecdotes, mais à l'époque c'était un peu triste, c'était un peu gris. À partir de 1991, les choses ont changé, mais ça a surtout changé, je dirais, au début des années 2000. Et selon vous, la principale raison pour la chute de l'URSS, c'était quoi pour vous? C'était la fin d'un système qui ne fonctionnait pas, et puis c'était quasiment un pays qui était... L'Union soviétique est en faillite, j'entends. Il n'y avait plus suffisamment de revenus, donc il fallait qu'il y ait un changement qui s'opère. Et puis il y a eu tout un processus que vous connaissez mieux que moi, avec Gorbatchev, etc. Et puis une volonté de la part des Européens et des Américains, après la chute du mur aussi à Berlin,
de voir ce pays complètement changer. Donc, économiquement, le pays était exsangue. Mhm. Par exemple, moi, pour moi, j'ai ressenti beaucoup de nostalgie quand même pour le l'URSS parce que j'avais 20 ans exactement quand l'URSS tombait. Oui, oui. Donc, quand même, il y avait bonnes choses, n'est-ce pas, l'éducation ou le médecin. Magnifique, oui. Ouais. Mhm. Non, ça on en parle souvent avec Mélanie, on en parlait d'ailleurs hier, à quel point, ce qui m'a beaucoup surpris quand j'ai ouvert mon bureau en 2002, j'avais des collaboratrices russes qui parlaient bien sûr très bien le français, parce que pour moi c'était essentiel, elles parlaient aussi l'anglais, et c'était des gens, spécialement une femme qui avait 55 ans, qui parlait français et anglais, elle parlait le polonais parce qu'elle avait vécu aussi en Pologne, et elle avait une culture, cette femme, qui était impressionnante. Et elle m'amenait toujours à l'opéra, au ballet, elle m'amenait au théâtre, et moi je lui disais toujours, Svetlana, ça ne sert à rien que tu m'amènes au théâtre, je ne comprends pas la langue, je ne vais rien comprendre. Et il me disait toujours, mais Jean-Paul, tu verras avec la gestuelle, tu vas comprendre tout ce qui se passe. Et c'était tellement vrai. J'ai été je ne sais combien de fois au théâtre sans parler la langue. Et avec la gestuelle, je comprenais exactement ce qui se passait dans la pièce. Moi, j'ai été impressionné par la culture des gens. Et quand je prenais le métro, chacun lisait dans le métro. C'est un pays, j'englobe le tout, hein, tous les pays de l'axe soviétique. Il y a une éducation qui est absolument extraordinaire dans la musique, dans la littérature, dans la culture. C'est absolument... On n'a pas ça en Suisse, vous le savez, c'est tellement différent. Moi, je le vois avec mes enfants. Quand je vois les enfants russes, comme ils étaient éduqués et comme on est éduqués ici, il y a une telle différence. Quand vous étiez là-bas, première fois, vous avez eu le choc culturel, bien sûr, n'est-ce pas? Bien sûr, absolument. C'était quel, par exemple, pourriez-vous un peu... Bon, pour vous donner un exemple, je suis arrivé à l'aéroport à Moscou. Bien sûr, ils ont contrôlé mes bagages. Et puis, j'avais un journal Géo. Je ne sais pas si vous connaissez le journal Géo. Un journal Géo sur la Russie. Ils m'ont confisqué le journal. Et ils m'ont dit, vous l'aurez quand vous sortirez à Saint-Pétersbourg. Et à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, quand je suis parti, ils m'ont redonné le journal. C'est quand même extraordinaire. C'est une anecdote, mais vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr, c'est un choc culturel, mais c'est un choc magnifique, parce que, à nouveau, on est allé à l'opéra, à nouveau. Alors, c'est vrai que on n'avait pas la liberté que nous avions en Europe, puisqu'on était suivi par une guide et tout. Quand on partait se balader dans la rue, ils nous disaient non, non, il ne faut pas partir tout seul, vous ne pouvez pas. On l'a quand même fait, mais c'est vrai que c'est un vrai choc culturel. Vous connaissez bien l'Asie centrale. Voyez-vous aujourd'hui des différences marquantes entre les Kazakhs, les Kirghizes et les Ouzbeks, par exemple? Alors, la principale différence que je vois, c'est que économiquement, le Kazakhstan est booming. C'est incroyable. Il me semble aussi que le Kazakhstan va vers la vraie démocratie. Je pense que le président Tokayev progresse énormément dans le sens de cette démocratie. C'est pas facile, mais il lutte contre la corruption. Il veut vraiment avancer dans ce sens. La qualité de vie des gens s'améliore. L'éducation, la santé, c'est vraiment en train de boomer. L'Ouzbékistan, c'est très intéressant parce que c'est un pays de 30 millions d'habitants, ou 36 millions d'habitants. Donc c'est un pays qui a un énorme potentiel aussi de développement économique. D'ailleurs, la Suisse participe beaucoup au Kazakhstan
et en Ouzbékistan. Le Kirghizistan, c'est un petit pays. Je dirais que ça a peut-être moins d'attrait pour nous, de par le fait qu'il n'y a pas vraiment de richesse, on ne voit pas tellement ce qu'on peut développer. Tadjikistan, c'est compliqué aussi. Turkménistan, c'est aussi compliqué. Je dirais que les deux pôles dans lesquels nous avons des intérêts, c'est vraiment Kazakhstan et Ouzbékistan. Et avez-vous appris quelques mots, une des langues de notre région, par exemple? Kazakh? Non. Même en russe? Non. Oui, russe, oui, bien sûr. Ah, vous connaissez? Oui, ben, j'ai quand même vécu longtemps, alors je ne le parle pas couramment, mais je me débrouille, je peux survivre avec le russe. Ah, c'est bien. Aujourd'hui, en Asie centrale, quelle influence vous semble la plus forte? Celle de la Russie ou celle de la Chine? Et comment les populations locales perçoivent-elles cette dualité? Si je parle du Kazakhstan à nouveau, c'est clair que la Chine, c'est un partenaire essentiel. J'entends la manière dont ils sont placés, c'est essentiel. Et puis la Chine finance énormément dans l'infrastructure et tout, les aéroports, les routes, les chemins de fer et tout. La Chine a besoin du Kazakhstan parce que les marchandises passent à travers le Kazakhstan. La Russie, c'est le grand frère avec une frontière commune qui est aussi énorme. Donc c'est certain que la relation entre le Kazakhstan et la Russie, je dirais, elle n'est pas simple, surtout avec le conflit actuel, mais c'est un partenaire privilégié de toute manière depuis très longtemps, et les contacts entre M. Poutine et M. Tokayev sont quand même des contacts de haut niveau, et puis j'entends, c'est inévitable, pour moi, c'est les deux partenaires principaux du Kazakhstan, mais l'Europe a de plus en plus d'importance. Nous sommes géographiquement très bien installés, comme vous savez bien, n'est-ce pas? Juste à côté d'Afghanistan, Iran par exemple. Et j'aimerais demander aux États-Unis, leur influence aussi, il est fort maintenant ou... Oui, bien sûr, pour les États-Unis, c'est intéressant. L'Asie centrale, c'est intéressant. D'ailleurs, ils ont tous des chambres de commerce qui sont énormes et tout. Ils développent beaucoup d'activités, mais c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup plus loin géographiquement déjà que la Chine ou la Russie. Donc, ils sont là-bas. Par exemple, dans le Astana International Financial Center, ils sont actionnaires de la bourse. J'entends, ils mettent des pions. Et je pense que c'est aussi important. Mais j'entends le plus important pour le Kazakhstan, c'est quand même la Chine et la Russie. Et à propos de l'Europe, pourquoi je pose cette question? Parce que surtout après la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il me semble que l'Europe il a beaucoup bougé qu'avant vers l'Asie centrale. Est-ce que c'est remarquable? Oui, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'entreprises suisses qui étaient domiciliées en Russie, par exemple, elles ont été domiciliées au Kazakhstan. Donc on le sait. Donc c'est une réalité que le Kazakhstan est devenu une arrière-garde des opérations en Russie de l'époque. Si vous prenez par exemple la société Stadler Rail en Suisse, donc, qui fabrique des trains, qui est maintenant implantée au Kazakhstan. Avant, ils étaient en Biélorussie, et puis depuis le conflit, ils se sont installés au Kazakhstan. Donc il y a beaucoup de sociétés qui sont installées maintenant au Kazakhstan qui n'y étaient pas avant. Et bien sûr, entre la Suisse et l'Asie centrale aussi, c'est bien, ils collaborent très étroitement. Oui, alors il y a une très
très grande entente entre la Suisse et le Kazakhstan. On est le troisième plus gros investisseur au Kazakhstan, ce qui est quand même important pour un petit pays comme le nôtre. Donc les liens sont évidents. Comme vous le savez, le président Tokayev a été à Genève à l'ONU, donc il a aussi une connaissance de notre pays qui est approfondie, et les liens sont vraiment très très bons. Exactement. Par exemple, avant, il n'existait pas chez nous le consulat suisse à Bishkek. Oui. Ça fait déjà 5 ans, je pense, là-bas installé, ouvert. Oui, oui. Son consulat. Et ici, il y avait une association qui s'appelait Pamir Bridges. Et cette association, ils ont construit au Kyrgyzstan 100 ponts. Ce n'est pas énorme, pont, mais pour les bergers. C'était magnifique, c'est 100 ponts. Vous savez qu'il y a une banque suisse au Kyrgyzstan. Oui, j'ai entendu parler exactement. Ça s'appelait à l'époque Swiss Kyrgyz Bank. Maintenant, ils ont dû abandonner le nom suisse et je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, la Suisse avec le Kyrgyzstan, je suis moins spécialiste, mais je sais qu'on travaille beaucoup dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'agriculture. Il y a, avec la coopération et le développement, la DDC, et avec Swiss Global Enterprises, il y a beaucoup de projets en cours. Pour parler plus de la question économique, selon vous, l'Asie centrale a-t-elle un potentiel d'investissement sous-estimé? Peut-être les businessmen ou les Suisses, peut-être, ils pensent que... Je ne pense pas que ce soit sous-estimé. Je pense que l'Europe, l'Amérique, la Chine, la Russie se rendent très bien compte du potentiel de développement de ces pays. Alors, à nouveau, le Kazakhstan a une avance quand même considérable par rapport aux autres. Mais en Ouzbékistan, par exemple, à nouveau, qui est un grand pays, parce que on sait très bien les infrastructures doivent être faites, l'immobilier est booming, il y a l'agriculture, on peut importer des fruits, des légumes, non, je crois l'Europe, la Suisse est consciente du développement de ces pays, des possibilités. Vous avez parlé plus d'opportunités, mais quand même, il y a des défis. Avez-vous identifié dans cette région? Écoutez, il me semble que ça devient de plus en plus simple de pouvoir travailler dans ces régions, parce que on n'a toujours pas de la corruption, comme vous le savez, mais par exemple, moi, je n'ai jamais été confronté à des problèmes de corruption dans mes affaires avec le Kazakhstan. En Ouzbékistan, bien sûr, on a commencé à participer aux privatisations des entreprises. Alors les petites entreprises, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les choses se sont déroulées normalement. Après, moi, je ne veux pas parler de l'aspect politique en Ouzbékistan, ce n'est pas mon rôle. On sait les difficultés qu'il peut y avoir dans certains pays. Nous, en tant que Suisse, ce qu'on veut, c'est que les affaires soient propres. Donc, on ne va jamais aller vers des opérations qui sont douteuses. Donc, il y a un vrai potentiel. Il y a certainement des difficultés administratives, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui sont un peu soviétiques, je dirais, dans ces pays. Mais avec la jeunesse qui arrive maintenant, les 35-40 ans qui ont été éduqués à l'étranger, qui ont une autre vision, ils ne pensent pas du tout à la corruption, ils pensent à développer le pays, ils pensent... c'est vraiment des gens avec lesquels on peut travailler. Et je dirais que dans les 20 dernières années, on peut voir un grand changement en Asie centrale, grâce à ces jeunes qui ont été éduqués à l'étranger, puis qui ont une autre vision pour leur pays. Selon vous, est-ce qu'il y a des différences en question de mentalité entre Tadjik ou Kirghiz ou Kazakh ou Ouzbek, par exemple? Oui, il y a des différences, bien sûr.
Mais ça vient justement de nouveau il y a des grosses différences avec l'éducation. Parce que on le voit dans les pays où les gens sont vraiment éduqués au niveau international, je dirais. Ils parlent les langues, ils ont vu comment ça fonctionnait à l'étranger. À l'université de Saint-Gall, par exemple, il y a pas mal de gens d'Asie centrale qui parlent le suisse-allemand. Vous voyez ce que je dis? Ces gens, ils ont une ouverture d'esprit. Alors bien sûr, à nouveau, le Kazakhstan, je dirais, c'est number one. Mais après, on voit l'Ouzbékistan aussi, qu'on voit énormément de ces jeunes à l'étranger. Je ne sais pas au Kyrgyzstan comment ça se passe, mais certainement c'est important d'avoir une connaissance internationale pour pouvoir changer les mentalités. Parce que si vous passez du berger, même s'il va à l'université à Bishkek ou s'il va à l'université à Astana, puis qu'il a seulement la vision de son pays, il ne va pas beaucoup bouger. S'il a une vision beaucoup plus internationale grâce à ses expériences, ça va changer les mentalités. Par exemple, quelle tradition vous aimez plus dans le Kazakhstan, par exemple, des Kazakhs? Ce qui me plaît, c'est cet esprit nomade que les gens d'Asie centrale ont en général. C'est toujours ce plaisir d'être avec les chevaux, c'est toujours le plaisir d'aller chasser, d'aller dormir dans les yourtes. Ils gardent quand même leur tradition, même si c'est des pays qui sont devenus extrêmement modernes, ils sont vraiment très profondément attachés à leur tradition. Identifiés. Ouais. Et vous pouvez parler avec des gens très riches, des gens qui vivent dans les villes et tout. Le week-end, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la pêche, ils vont à la chasse, ils ont gardé vraiment leur tradition de base. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, un entrepreneur l'Asie centrale d'un entrepreneur européen ou américain? Bon, en Europe, on est très pragmatique. Hein. Donc, peut-être ce que ne sera pas réellement un entrepreneur d'Asie centrale et tout. L'américain, comme vous le savez, en Suisse, vous faites faillite, vous êtes mal vu. Aux États-Unis, vous faites faillite, il n'y a aucun problème. Donc ça veut dire l'approche, elle sera peut-être plus, sauvage de la part des Américains quand ils viennent faire quelque chose, que de la part d'un Européen, et puis un Kazakh ou un Ouzbek. Lui, s'il va faire quelque chose, c'est pour espérer que ça dure, pas que ça se finisse en cacahuète. Exactement. Et moi, maintenant, j'aimerais parler de l'islam et l'islamisation dans notre région. Est-ce que vous avez des remarques? Écoutez, c'est différent d'un pays à l'autre. Hein. Comme vous le savez, au Tadjikistan, Turkménistan, c'est ce que j'aime avec le Kazakhstan. C'est cette liberté de religion que vous avez. Vous êtes à Astana, vous avez des mosquées, vous avez des synagogues, vous avez des églises catholiques, vous avez des églises orthodoxes. Et le Kazakhstan, comme vous le savez, fait énormément pour cette liberté de religion. Pour moi, c'est absolument important. À nouveau, les pays comme le Tadjikistan, c'est plus compliqué. En Kyrgyzstan, je ne sais pas vraiment comment c'est, mais en tout cas, pour le Kazakhstan, il y a une vraie liberté de religion que j'admire. Et Tokayev pousse, et il y a souvent des conférences, comme vous le savez, interreligieuses au Kazakhstan. Et pour moi, c'est un signe à nouveau dans la démocratie d'un pays avec la laïcité. Et maintenant, j'aimerais parler de liberté d'expression. Est-ce que vous avez aussi des remarques
dans quel pays dans l'Asie centrale il y a plus de liberté d'expression? Au Kazakhstan, on a plus de liberté d'expression, je pense, que dans les autres pays. Mais ça reste quand même toujours un problème. C'est toujours un problème qui ne va pas se régler si facilement. Et je dirais dans toute l'Asie centrale. Toute l'Asie centrale, le Caucase du Sud. Moi, je pense quand même que cette liberté d'expression, elle a ses limites. Et puis en arriver à ce que nous sommes en Suisse au niveau de liberté, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les secteurs dans lesquels vous investiriez sans hésitation? Bon, bien sûr, le domaine de la construction, le domaine du IT. Il y a beaucoup de progrès qui se font à nouveau au Kazakhstan avec le centre financier qui se développe d'une manière incroyable dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, à nouveau les crypto-monnaies, tout ce qui est blockchain. Blockchain, c'est évident, par exemple, avec tous les containers qui traversent l'Asie centrale. Ils sont tous maintenant avec des puces, on sait exactement où ils se trouvent, quelle est la marchandise à l'intérieur. Donc ça, c'est des domaines sur lesquels il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'investissements à faire. Alors bien sûr, par exemple, dans l'Ouzbékistan, la construction, c'est booming, les infrastructures sont à refaire, donc c'est des secteurs où il y a beaucoup d'argent qui se fait. Quand on était en Ouzbékistan avec mon partenaire il y a 2 ou 3 ans, on a rencontré beaucoup de Russes de Moscou qui sont venus s'établir à Tachkent parce qu'ils faisaient de la construction en Russie et ça marche moins bien. Et puis maintenant ils sont en Ouzbékistan dans ce domaine de la construction parce que c'est réellement booming. Si vous voulez, Tachkent, ça marque comme ça change ces villes, c'est impressionnant. Si un jeune entrepreneur de l'Asie centrale venait vous voir avec un projet, quels critères regarderiez-vous en priorité avant d'investir? Bon, déjà que le business plan soit bien fait, parce que ça, je peux vous dire que c'est un réel problème. Moi, j'ai travaillé quand j'étais en Russie sur des business plans de l'Académie des sciences de Russie, de sociétés qui étaient membres de l'Académie des sciences de Russie. Je peux vous dire, on n'a jamais réussi à avoir un business plan sérieux. Donc c'est clair d'avoir un business plan sérieux, de voir que la personne et son groupe autour est sérieux. Bien sûr, on va prendre des références, mais principalement, c'est de voir que le projet peut être intéressant, le business plan, il est bien fait, et puis après, on peut tout discuter. Mais ça va commencer par quelque chose de réel, c'est un business plan. Alors, moi, ce que j'ai appris à travers toutes ces années avec les pays ex-soviétiques, c'est de ne pas penser qu'ils pensent comme nous. Parce que ça, c'est l'erreur que j'ai souvent fait en Russie. Comme ils sont blancs comme moi, j'étais sûr qu'ils avaient la même mentalité que moi. Et à force de faire des expériences négatives, parce qu'on ne se comprenait pas, parce qu'on était très différents, on n'avait pas les mêmes critères et tout, après c'est une leçon que j'ai retenue, c'est vraiment écouter l'autre. Il est différent, il a une vision différente, il faut écouter sa vision, il faut bien la comprendre, il faut se dire qu'on est aux antipodes, et puis qu'à un moment donné, petit à petit, on va se comprendre et on va pouvoir réaliser quelque chose ensemble, parce que l'un et l'autre, on s'est compris. Et ça, pour moi, c'est le plus important,
c'est de se comprendre parce qu'on est tellement différents. Exactement, c'est très, très important pour moi personnellement aussi, parce que moi, je suis en train de faire quelque chose, j'ai beaucoup de projets, c'est pour ça, et pour le peuple aussi, et pour moi aussi. Donc, avec votre expérience, que vous conseilleriez-vous à quelqu'un qui souhaite bâtir des ponts culturels et économiques entre... C'est d'être à l'écoute de l'autre. C'est ça. Vraiment d'être à l'écoute de l'autre pour comprendre réellement ce qu'il veut et puis arriver à créer une osmose globale entre les deux personnes. Et je suis beaucoup plus à l'écoute maintenant que je n'étais. Bon, j'étais plus jeune aussi, donc plus sauvage, mais je suis beaucoup plus à l'écoute des gens maintenant pour aller plus profondément dans la compréhension de l'autre. C'est très bien. Si vous deviez résumer en une phrase votre philosophie de la vie et du travail, quelle serait-elle? Ben, ma philosophie de la vie, c'est vraiment de découvrir des pays nouveaux. Enfin, maintenant, depuis 40 ans, je me suis vraiment beaucoup involvé dans les pays russophones que j'aime, parce que j'aime cette culture, j'aime les gens et tout. Et j'aimerais vivre beaucoup plus souvent en Asie centrale ou en Russie. J'ai passé beaucoup plus de temps que je ne le fais, mais j'ai aussi des affaires, donc je dois aussi m'occuper de mes affaires, même si mes affaires sont liées avec les pays russophones. Mais pour moi, c'est vraiment... je suis heureux depuis 40 ans d'avoir connu à l'époque l'Union soviétique, d'avoir développé mes affaires avec tous ces pays. J'aime les gens, je trouve que c'est des gens absolument magnifiques. Et puis j'aimerais continuer de développer avec ce pays. Et je trouve qu'un jeune, il doit avoir un objectif aussi. Alors bon, on parle des États-Unis parce que c'est facile, on va étudier, tout est facile, j'entends. C'est beaucoup plus facile d'aller aux États-Unis. C'est peut-être pas beaucoup plus facile pour faire des affaires. Mais après, il y a un intérêt parce qu'il y a le business, mais il y a la partie culturelle, intellectuelle, qui est pour moi extrêmement importante. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui après une carrière si riche? Ben, j'ai toujours le même intérêt que quand j'avais 30-40 ans. Donc, je suis toujours passionné par mon activité, mes différentes activités, je dirais. Et j'espère que je vais pouvoir continuer encore longtemps si Dieu me donne la force. Donc, j'aime ce que je fais.